On va arriver à se caler. Bon, je clique, mais ça ne fonctionne pas. OK. Bon, bonjour à toutes et à tous. Nous allons discuter d'un sujet qui est assez structurant aujourd'hui, puisqu'on va parler du décret tertiaire, mais comme un déclic finalement pour prendre conscience et s'organiser autrement, dans un contexte où le tertiaire, sa consommation, a plutôt eu tendance à augmenter ces dernières années qu'à diminuer. Et puis là, on nous dit, bon, il faut diminuer à 2 chiffres. Voilà, donc probablement, il faut faire autrement. Alors, je sais qu'il y a donc des gens qui sont présents ici devant moi, et puis aussi également à distance. Alors, en termes d'organisation, donc on a une séquence d'1h30. Donc, ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de faire 5 fois 5 minutes, puisque nous avons 4 intervenants et moi-même, pour se présenter et puis dire dans les grandes lignes comment on voit ce sujet-là. Ensuite, on aura une séquence plutôt table ronde où je reviendrai sur quelques éléments clés pour faire réagir nos participants sur effectivement ce challenge du résultat qui est nouveau et structurant, les modalités pratiques, parce que bon, c'est bien d'avoir des injonctions, mais ensuite il faut faire. Et puis aussi peut-être comment on peut accélérer devant l'urgence aussi d'événements qui finalement n'étaient pas prévus, mais qui s'imposent à nous. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, en fonction du temps qui nous reste, avoir un échange, des questions, une séquence un peu plus libre pour nous emmener jusqu'à 10h45 environ. Alors je vais commencer du coup par introduire la Smart Building Alliance. Donc je suis Sébastien Meunier, je suis vice-président et cofondateur de la Smart Building Alliance. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui a 10 ans cette année et qui rassemble toutes les parties prenantes de la filière du bâtiment et de la ville. Alors vous voyez un peu la liste à l'écran de toute la chaîne de valeur finalement qui participe à la SBA. Donc on a 500 membres aujourd'hui. Et puis nous, un peu notre vision de la traduction qu'on peut apporter à Smart Building, c'est surtout un atout au service des territoires, des entreprises et des occupants. Dit autrement, par rapport au challenge que nous avons à relever, que ce soit en termes d'économie d'énergie, que ce soit en termes de résilience, que ce soit en termes de flexibilité, bien probablement il va falloir des outils nouveaux, par exemple des données et des algorithmes. Voilà. Et donc pour ça en fait, une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple. Donc nous, les actions qu'on fait, c'est de donner des outils, des méthodes, des cadres de référence pour éclairer le débat, pour co-construire ensemble, puisque ça c'est aussi un des points importants qui a fait qu'on a fondé cette association il y a 10 ans, c'est qu'on ne pouvait pas faire tout ça en silo. On a une filière qui est très morcelée dans le bâtiment. Et donc, si on veut faire autrement, il faut faire ensemble. Voilà, et donc, tous des volets d'accompagnement, des acteurs, on a des modules de formation, on a tout un tas de dispositifs pour sensibiliser, accompagner auprès de tous les acteurs. Et puis surtout, donc, on développe un cadre de référence autour des infrastructures numériques pour pouvoir mutualiser, pour pouvoir aussi à la fin sous-dimensionner et pour pouvoir apporter surtout plus de services aux occupants, aux facility managers, aux parties prenantes, et donc faire en sorte que finalement on arrive à plus de sobriété en utilisant un numérique responsable. Voilà pour la SBA. Je vais passer maintenant la parole à Florence Carlin. Donc, et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Donc je suis Florence Carlin de la direction de l'immobilier d'AXA France. Et je vais vous présenter plutôt la vision preneur, utilisateur. Pardon, oui, merci. À droite. Merci.
Et comment AXA France, en tant qu'assureur et donc utilisateur de bâtiments pour ses propres locaux, a choisi d'utiliser le décret tertiaire comme un levier d'accélération dans la politique RSE du groupe, de l'entreprise AXA France, mais aussi du groupe AXA. Alors, la direction de l'immobilier, qu'est-ce que c'est chez AXA France? C'est une direction donc, qui est entièrement liée et entièrement dédiée aux bureaux, aux locaux de bureaux de nos collaborateurs. Donc, c'est vraiment pour l'usage dans le cadre de notre métier. Et elle propose et elle assure la mise en place de la stratégie immobilière de l'entreprise dans ses implantations, avec comme objectif à la fois de proposer des locaux qui permettent de réaliser nos activités dans une meilleure qualité de vie au travail, mais aussi dans une mise sous contrainte des frais de locaux. J'ai souvent tendance à dire que nous avons dans la direction de l'immobilier une palette de clients qui va de l'utilisateur, c'est-à-dire le collaborateur qui va vouloir avoir un bâtiment bien placé et agréable, avec des installations dans lesquelles il se sent bien. Mais de l'autre côté, je vais avoir la direction financière qui va nous demander de le faire pour le moins cher possible, en mettant au milieu, bien évidemment, tout ce qui est compliance, code du travail, et j'en passe, et je ne vais pas vous l'apprendre. Donc la direction de l'immobilier aujourd'hui, elle s'organise autour de 6 activités. Donc la stratégie immobilière dont j'ai la charge, avec la gestion des baux aussi. La partie espace de travail, donc c'est toute une équipe qui va travailler sur les implantations, le space planning, la décoration, donc les nouvelles modalités de travail qu'on veut déployer aujourd'hui dans nos locaux. Une équipe qui va travailler sur la conception et le pilotage des travaux pour la mise en œuvre réelle de ces plans d'action et de ces implantations. Nous avons aussi un laboratoire, un think tank en architecture et design, et ça c'est une nouveauté, et on travaille en co-construction avec nos collaborateurs pour définir les modalités de travail de demain, pour trouver des idées innovantes, disruptives, qu'on va tester en test and learn dans nos espaces. Nous avons un service, un département qui s'occupe de la compliance et de l'instruction sociale, parce que tous ces éléments sont porteurs de changement. D'une part, donc du coup, il y a un gros travail auprès des partenaires sociaux. Et puis tous les sujets de compliance. Nous sommes une société d'assurance cotée au CAC 40, donc on est soumis, comme certains d'entre vous, à énormément de contrôles et d'audits. Et bien évidemment, dans ce sujet-là, l'immobilier est au cœur aussi de beaucoup de surveillance, on va dire ça comme ça. Et puis on a une partie qui est un petit peu à l'écart de ce débat sur la signalétique de nos agences, donc les agents généraux d'AXA France, mais qui est un petit peu en dehors du débat d'aujourd'hui. Donc la direction d'immobilier d'AXA France, eh bien, elle doit loger 13 000 collaborateurs, dont 800 sont aujourd'hui, 8 000 seront aujourd'hui ou d'ici la fin de l'année en flex office. Donc on a commencé ce programme-là il y a 6 ans. Et on l'a accéléré. Je dirais que la crise sanitaire a été, malheureusement, un drame d'une part, mais une véritable opportunité de pouvoir accélérer un certain nombre de choses en matière d'utilisation de nos bureaux. Et entre autres, d'ici 2022, donc on va arriver jusqu'à 8000. Je vois qu'il y a une erreur, mais ce n'est pas 800, c'est 8000. C'est quand même majeur. Et tout ça dans 255 000 m² de bureaux. Ça veut dire pour nous 113 baux actifs qui s'imposent sur 84 sites physiques en France, avec 103 propriétaires différents. Et dans le cas du décret tertiaire, c'est un petit enjeu. Et pour faire tout ça, on est 21 collaborateurs. Donc voilà pour la partie direction de l'immobilier. Et en ce qui concerne mon activité directement sur la stratégie immobilière et la gestion des baux, donc c'est vraiment sur la partie conception de la stratégie, la recherche des sites géographiques, et donc contribuer de façon significative, comme je le disais, à l'optimisation des frais locaux dans les sites, les nouveaux sites, mais aussi la négociation des sites existants sur la durée de vie du bail, avec un objectif au niveau des baux de protéger, sécuriser les intérêts d'AXA. Et j'ai souvent tendance à simplifier mon métier en disant qu'on attend de moi de trouver le site parfait, donc qu'il soit au bon endroit. Alors il y a quelques temps, c'était le bassin d'emploi, c'était les clients, et on voit apparaître aujourd'hui, pour rattacher à notre sujet de décret tertiaire et de consommation d'énergie, on voit apparaître aujourd'hui des nouveaux champs de contraintes, ou en tout cas des nouvelles directives sur la facilité d'accès en transport en commun et en mobilité douce. Alors sur la région parisienne, vous allez me dire, mais c'est évident, ça fait des années que ça existe. Nous, sur nos sites, on a une grande majorité en région, et ce n'était pas le cas. Avant, on cherchait un accès en voiture. Et ça change vraiment radicalement ces dernières années. On me demande aussi un bâtiment qui soit avec un bon potentiel de bâtiment, donc fonctionnel par rapport à des besoins, flexible en matière de capacitaire pour pouvoir faire évoluer notre présence sur ce site. Et puis, à nouveau, des choses qui sont de plus en plus prégnantes. Il doit être sécable. Pourquoi ? Parce que on commence maintenant à
restituer des surfaces. Et le retour, là aussi, après la crise sanitaire, nous a déclenché un certain nombre de choses comme ça. Et maintenant, on le prévoit et on le regarde comme un élément essentiel dans le choix de nos sites. Et enfin, avec des certifications, dès lors que c'est possible, bien sûr. Et on verra tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, le nerf de la guerre, on me demande d'avoir un site aux bonnes conditions. Donc, quand je dis conditions, c'est financière, c'est le loyer facial, puis surtout le loyer économique, les charges locatives, les coûts d'exploitation. Et là, on commence à nouveau à avoir des points qui commencent à apparaître de façon plus radicale. Dans les modalités d'exploitation, on veut s'assurer qu'en termes de coûts, on ne va pas avoir de mauvaises surprises. Et les modalités du bail, et notamment avec des sujets comme l'annexe verte, dans laquelle systématiquement, maintenant, on commence à traiter, à aborder le sujet du décret tertiaire. Alors, quelques exemples, je ne vais pas tous les passer en revue parce que ce sera aussi l'objet de ce qu'on va se dire tout à l'heure. En tout cas, chez AXA France, nous avons une politique de mise sous contrôle des coûts énergétiques qui date il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et ce qu'on souhaite faire, c'est utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à nous dans la palette des sujets immobiliers, du choix du site jusqu'à l'exploitation, pour actionner tous les leviers. Pourquoi ? D'abord parce que notre groupe a une ambition en matière de RSE affichée et extrêmement pilotée depuis très longtemps. Puisque, par exemple, on nous demande une baisse de 38% de notre impact CO2 d'ici 2025, avec des contrats de performance énergétique qui sont passés avec des prestataires, avec des bilans d'audit énergétique qui nous sont exigés chez nous, filiales, toutes les années, enfin très régulièrement, en termes de reporting au groupe. Donc c'est un niveau de contrainte, on parlait du décret tertiaire. Donc des sujets d'exploitation sur lesquels on va revenir aussi sur la façon de changer, d'exploiter nos sites, des investissements majeurs qu'on doit mettre en place pour permettre ces économies. La politique immobilière, je vous en ai parlé tout à l'heure sur les changements de critères. Et puis les modalités aussi d'usage. Le télétravail s'est généralisé depuis la crise du Covid. Nous sommes en flexwork. Nous étions en 7/10, nous passons en 6/10. Ça veut dire aussi que on va avoir des actions à mener pour profiter, entre guillemets, de ces notions-là. Et en matière de décret tertiaire, eh bien, comme vous voyez, le décret tertiaire n'est qu'un levier supplémentaire qui nous intéresse aussi d'aller approfondir. Alors, où est-ce qu'on en est ? Pour tout vous dire, sur les 103 propriétaires, il y en a un seul qui est venu vers nous en disant il faut qu'on travaille ensemble. On a fait un mailing depuis juin 2021 sur la totalité de nos propriétaires. On a eu 4% de réponses. On se rend compte qu'il y a une très grande disparité en matière de maturité et de compréhension des sujets. Donc, ce que nous, on a choisi de faire, c'est de développer beaucoup plus d'actions proactives vis-à-vis de nos propriétaires pour vraiment avoir un travail avec eux de fond et d'être très, très leader là-dessus. On va lancer une deuxième campagne auprès de nos propriétaires et on a même compris, alors je parle plutôt pour des sites de région et des propriétaires de plus petite taille, qu'il fallait qu'on soit vraiment des accompagnants et qu'on n'attende pas que les choses se passent même sous un niveau de contrainte. Voilà un petit peu sur l'état des lieux d'AXA France. Merci. Merci beaucoup. On voit le point de vue donc, de l'occupant. Donc maintenant peut-être Éric Juet pour la suite. Oui, bonjour à tous. Donc Éric Juet, je suis le président de Telba. Pour poser l'activité de ma société, parce que c'est important pour comprendre notre rôle par rapport au décret tertiaire. Donc, je dirige une société de property management. Donc, mes clients sont soit des propriétaires ou des asset managers. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ces gestions, on l'a fait pour le compte de tiers et d'actifs qui sont essentiellement des bureaux. Ce qu'il faut comprendre aussi, puisqu'on a 2 minutes et il faut aller très vite, c'est que ce métier, qui était un métier avant d'administrateur de biens, donc de collecte de charges, de loyers et de gestion de baux, régi dans un cadre très réglementaire, a vraiment muté. Et au-delà de la transformation digitale que tout le monde est en train de vivre, c'est notre métier qui est en train de muter vraiment. Et une des plus fortes mutations de ces dernières années, c'est le renforcement de la gestion technique. Notre expertise en termes de gestion de budget, de fournisseurs, de travaux, de démarrage de sites complexes est devenue une clé dans la qualité des property managers aujourd'hui. Et puis, ce qui est super aussi, c'est qu'au-delà de ça, tous les nouveaux métiers dans le monde, si je rebondis un peu sur ce qui est expliqué, sur les services, les usages, et donc de nouveaux métiers apparaissent. Hospitality Manager, Community Manager, je parle de Smart Building Manager ou de Green Manager, parce que c'est des métiers nouveaux et qui sont en train d'ailleurs de s'affirmer et de se créer, et on avance en marchant.
Pour donner un peu une taille de ce que représente Telma, on est le premier opérateur indépendant en France, puisque j'ai un actionnaire familial qui est le groupe Andrieux à 100%. On est une société qui fait 12 millions de chiffres d'affaires avec 103 experts dans le monde de l'immobilier, un tiers de comptables, un tiers de gestionnaires, plutôt des juristes, et puis un tiers d'ingénieurs, pour vous expliquer un petit peu le profil d'une société de property management. Quels sont pour nous les enjeux du décret tertiaire ? Alors, vous l'avez compris, puisque là, on va rebondir, c'est que nous, on est face au fait de devoir accompagner nos clients qui sont des propriétaires et des asset managers, donc des gens qui gèrent pour le compte de propriétaires des parcs immobiliers. Et effectivement, le constat est celui-ci, c'est que alors qu'on doit déposer les consommations en septembre 2022, cet objectif étant déjà décalé d'1 an, on se rend compte qu'on est juste en train d'obtenir nos premiers mandats de la part de nos clients. Et aujourd'hui, mis à part des grands leaders français qui sont très en avance, ce sont des exceptions. Et aujourd'hui, sur 70 clients, j'ai 4 clients qui sont en train de me signer le premier mandat qui consistera à nous autoriser à organiser la demande aux locataires de pouvoir transférer leurs données sur les plateformes comme Citron, dont tu parleras après. Et ça, c'est la première étape. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a une première étape. Mais je pense qu'après, on rentrera dans le détail, je vous expliquerai, parce que les délais sont à la fois longs et à la fois courts. Comme je dis, il y a une bonne nouvelle, c'est que le tsunami arrive, mais on a le temps pour s'y préparer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un tsunami. Et donc, il va falloir aussi se préparer. Et je vais vous l'expliquer, parce qu'aujourd'hui, en France, on commence une démarche très ambitieuse de réduction des consommations d'énergie. Et c'est une des premières lois françaises qui contraint les propriétaires et les gestionnaires. Et malheureusement, il a fallu attendre ces lois pour vraiment déclencher un mouvement et une prise de conscience qui est en train de monter tout doucement. Voilà. Les autres enjeux, c'est en dessous. L'energy management, c'est quelque chose de très complexe, qui est fait par des spécialistes. Quand on parle de kilowattheure d'énergie finale, personne ne sait ce que c'est. Quand on doit mesurer les consommations d'énergie en fonction de DGU ou de clim, ou de taux d'occupation, personne ne sait ce que c'est. Les modèles mathématiques auxquels on va devoir faire appel, peu de gens les connaissent. On n'a pas de data. C'est pour ça d'ailleurs que si on commence par les factures et les coûts, on se dit on a un gros indicateur et on va piloter toute la démarche avec les coûts globaux. Il va falloir mettre en place tous les sous-comptages. Et l'autre chose aussi qui va être importante, mais c'est un projet ambitieux mais passionnant, c'est qu'il va falloir coordonner des dizaines d'acteurs, puisqu'il va falloir mettre en place le comptage, le sous-comptage, la collecte, les plateformes, l'analyse des données, la validation des données. Juste pour vous, 2500 hôtels, quand j'étais chez Accor Hôtel, il m'a fallu 5 ans pour valider les données énergie de 2500 hôtels dans le monde. 5 ans pour avoir des données de qualité en sous-comptage. C'est pour ça que peut-être que 2031, c'est loin, mais c'est très proche aussi par rapport au travail à faire. Et nous, dans notre rôle de gestionnaire, en fait, pour le compte des assets ou des propriétaires, on va être un peu un chef d'orchestre pour conseiller nos clients pour avancer. Voilà. Ben, parfait, merci. On voit donc le point de vue donc du property manager. Maintenant, peut-être Pascal, Jean. Oui, bonjour. Je vais vous parler donc de l'impact du décret tertiaire vu du facility management. En effet, ça fait des années, pendant des années, j'ai travaillé dans différentes organisations qui offraient des solutions aussi bien de FM que d'exploitation, maintenance et de performance énergétique. Et tout récemment, j'ai créé une structure qui répond à ce type de besoin qui s'appelle Mutech Conseil. Pour beaucoup d'entre vous, et on vient de l'entendre, le décret tertiaire est un problème. Il est vu comme une nouvelle contrainte. Or, en fait, c'est une solution. C'est la solution pour stimuler et suivre la réduction des consommations énergétiques du parc tertiaire français. Et comme ça a été dit, c'est bien la première fois que ce type de démarche est lancé. Et vous le savez tous, réduire les consommations, c'est bien pour tout le monde. Pour la planète, pour le pays, mais aussi pour les propriétaires et locataires qui voient leur budget, leurs dépenses énergétiques baisser, qui voient la valeur de leur patrimoine monter, qui voient leurs salariés être heureux d'être dans des bureaux qui ont une image positive, donc qui permet la rétention, et une amélioration du confort. Vous savez que l'isolation permet l'amélioration du confort. Donc ce n'est que positif. Plus concrètement, sur le FM, quels sont les métiers qui sont impactés ? En fait, tous. Mais en premier lieu, les pilotes.
les pilotes FM qui devront être des spécialistes du décret tertiaire, aussi bien pour les textes que leurs annexes. Tous les détails se trouvent dans les annexes. Et en plus, ce seront les garants et pourquoi pas, on en a parlé, les animateurs de l'éco, la nouvelle éco-responsabilité qui sera nécessaire dans les locaux. D'autres métiers verront leur mission élargie, je pense à la propreté et au gardiennage, qui en plus devront avoir une vigilance pour les dépenses énergétiques, pour éviter le gâchis énergétique. Vous avez d'autres métiers qui ont pris l'habitude, pour des raisons de confort ou de facilité, de consommer plus que nécessaire. Je vais vous donner juste l'exemple, pourtant j'ai envie qu'on puisse me nourrir ce midi, mais la restauration a l'habitude d'allumer les fours dès son arrivée, dès l'arrivée des premiers personnels à 7 heures, pour être au cas où. Or, ils commencent à vraiment les utiliser à 11 heures. Et c'est l'un des postes de très forte consommation dans un bâtiment. Et d'autres prestations, comme la repro, qu'on va laisser allumer le week-end. Comme ça, on est sûr que tout marchera le lundi, etc. L'exploitation maintenance, qui est déjà naturellement un garant de l'optimisation des consommations, devra systématiquement intégrer des contrats de performance énergétique. Et des obligations de performance, dans ces actions, et obligatoirement mettre en place un système de mesure et de comptage des consommations et d'alerte en cas de dérive. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, les acteurs de la construction, BE et prestataires, devront nécessairement être, et ce n'est pas une évidence, être des spécialistes de la rénovation énergétique performante. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en 5 minutes. Et qui plus est, dans chacune de leurs actions, ils devront avoir en tête le plan global de rénovation du bâtiment pour ne pas commettre d'impair. En quoi le décret tertiaire implique les différents acteurs de l'immobilier? S'agissant des propriétaires et locataires, c'est écrit dans le texte, ils sont tous les deux co-responsables. Ce qui est normal, le propriétaire fait les investissements, le locataire consomme. Ils sont gagnants et perdants en même temps. Et les actions de l'un pouvant annihiler les actions de l'autre. Quant aux autres propriétaires, ils le sont aussi car toute démarche de performance énergétique dans un bâtiment est obligatoirement systémique. On ne peut pas envisager l'un qui travaille sans l'autre. Il faut donc que les enjeux soient compris, qu'ils soient partagés, mais aussi les actions, le timing et les budgets. C'est comme ça que chacun pourra additionner ses forces plutôt que les retrancher. Alors pour finir, mon conseil pour une vie apaisée entre ces différents acteurs, eh bien que tout soit écrit dans les baux, pour reprendre exactement ce que Mme Carlier disait, écrit dans les baux pour la relation propriétaire-locataire, et qu'une charte, un nouveau document que j'appellerais charte, soit créée, qu'elle soit partagée, qu'il y ait une valeur contractuelle créée et partagée entre tous les acteurs et que ces obligations soient transférées à tous les prestataires. En conclusion, pour le décret tertiaire, la synergie entre acteurs n'est pas une option et j'en suis absolument ravi et c'est pour moi la première de ses vertus. Merci pour votre attention. Merci Pascal pour ce point de vue. Et puis maintenant, peut-être avec Vianney Raskin, on va pouvoir voir un aperçu des solutions, peut-être. Oui, merci. Alors, Vianney Raskin, donc je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Citron, qui fait partie justement des nouveaux métiers dont parlait Eric tout à l'heure. Donc Citron, juste pour vous donner un petit ordre de grandeur, c'est une société que j'ai créée avec des copains d'école il y a maintenant 10 ans, qui aujourd'hui compte 70 salariés, fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui normalement devrait en compter autour de 120 en fin d'année. Donc l'année prochaine aussi, en début d'année prochaine. Donc on est en très forte croissance et je dois avouer que le décret tertiaire nous aide un petit peu. On aurait pu dépenser des millions d'euros en lobbying, on n'aurait pas espéré un dixième de ce que permet de faire le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est 2 choses. C'est obliger les locataires et les propriétaires à suivre leur consommation d'énergie d'un côté, et c'est obliger les propriétaires et les locataires à réduire leur consommation énergétique de l'autre. Et bien, devinez ce que fait Citron. D'un côté, on a une plateforme web Big Data qui s'appelle Citron Énergie, qui est une plateforme de management de l'énergie qui va servir à automatiquement suivre les consommations d'énergie. D'ailleurs, on a réussi à ce qui a été fait dans le groupe Accor sans notre technologie en 5 ans. Nous, on l'a fait en 5 mois pour le même nombre de bâtiments sur le groupe Saint-Gobain. Vous voyez, la techno permet d'accélérer un peu les choses. Et en fait, on automatise et on va automatiser la transmission réglementaire des données de consommation énergétique, mais pas que, parce qu'il y a aussi beaucoup de données administratives, des données juridiques, des données patrimoniales, etc., vers la fameuse plateforme Operate chaque année. Et de l'autre côté, on a une équipe d'ingénieurs conseils, donc des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, qui peuvent venir d'ailleurs de l'ESTP, et en recrute, qui, eux, en fait, vont vendre des prestations intellectuelles, alors soit ponctuelles, comme de l'audit énergétique, soit récurrentes,
comme ce qu'on appelle de l'energy management un petit peu au sens large. Et dans l'energy management, on peut y intégrer des schémas directeurs, on peut y intégrer du suivi des consommations énergétiques et de la détection de gaspillage à distance pour pouvoir justement permettre en préventif, entre guillemets, de diminuer les consommations énergétiques d'un site. Pour la partie curative, c'est plutôt l'audit énergétique, etc., etc. Donc en fait, bon, on l'a fait 10 ans avant, donc on ne peut pas nous taxer d'avoir créé une boîte pour répondre à une obligation réglementaire, mais on est quand même content qu'elle soit là. Alors aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'acteurs différents. On travaille d'abord, en fait, ce qui regroupe ce qui est commun à tous nos clients, c'est que c'est des patrimoines immobiliers. Alors on travaille avec des collectivités, les villes, les départements, les régions. À chaque fois, c'est les personnes qui sont responsables des écoles, des collèges, des lycées, des bâtiments communaux, des gymnases, etc. Donc c'est des gros parcs immobiliers. On vient de contractualiser avec la région Île-de-France. Ensuite, côté entreprise, là pour le coup, il y a des entreprises qui ont des gros patrimoines immobiliers. On a AXA ici, mais il y en a énormément. On travaille par exemple pour le compte de la SNCF, qui est un des 3 plus gros patrimoines immobiliers français. On travaille aussi avec le groupe Saint-Gobain, on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, on travaille avec des bailleurs et des gestionnaires. Et alors là, je me tourne à la fois vers le bailleur et vers les gestionnaires, où là, on travaille donc avec des property managers qui, eux, contractualisent des contrats avec nous pour pouvoir justement apporter des services complémentaires à leurs clients dans le cadre du décret tertiaire ou dans le cadre de l'amélioration de la performance énergétique. De la même manière, on travaille avec des bureaux d'études, on travaille avec des exploitants, on travaille avec des facility managers, on travaille avec un peu toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne du bâtiment, qui voient le décret tertiaire comme étant un élément sur lequel ils peuvent apporter une valeur ajoutée, sur lequel ils peuvent aider leurs clients dans le cadre de leurs missions actuelles. Voilà, alors moi j'ai entendu quelque chose tout à l'heure qui m'a fait plaisir, c'est le décret tertiaire, effectivement c'est une contrainte, c'est une réglementation, on est obligé de le faire. Mais c'est aussi une formidable opportunité. Le décret tertiaire, c'est un outil qui va permettre à tous les propriétaires et tous les locataires de structurer une démarche environnementale efficace. Et pour ça, ils ont eu des centaines de consultants qui ont travaillé sur le sujet. C'est à la fois la DHUP, enfin le ministère, c'est à la fois l'ADEME, c'est à la fois tous les professionnels qui ont été sollicités justement, dont fait partie Citron, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, qui ont été sollicités par le ministère pour pouvoir réfléchir à la meilleure façon de faire, d'accélérer la transition énergétique du patrimoine immobilier français. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle et c'est ce qui va nous permettre d'entrer pleinement dans une action de transition énergétique globale. Donc moi, ça me fait super plaisir, au-delà de l'aspect croissance de ma boîte. Alors, pour pouvoir répondre à ces fameux décrets tertiaires, alors Citron, on aime bien dire qu'on accompagne de A à Z nos clients sur le sujet. C'est pas très vrai. Mais on fait quand même pas mal de trucs. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va être conseil un peu juridique. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un chez Citron qui est spécialisé sur le décret tertiaire, qui a fait des études de droit en environnement. Le décret tertiaire n'existait pas, mais bon, elle a quand même la mécanique. Et puis depuis, elle a su expliquer et décortiquer tous les tenants et les aboutissements de cette réglementation. Ça va nous aider à accompagner nos clients dans le listing des sites qui sont concernés, dans les parties de sites ou dans les groupes de sites qui sont concernés, pour que derrière, ils sachent à quelle sauce ils vont être mangés. On va les accompagner pour les former donc, sur les enjeux juridiques, mais aussi les enjeux techniques. Il y a un enjeu qui n'est pas des moindres, un enjeu qui est digital. On va les accompagner à choisir la stratégie pour chaque situation juridico-administrative. Si on est seul sur un bâtiment ou si on est 50 dans un bâtiment, on ne va pas faire la même chose. Si on est propriétaire ou copropriétaire, ou si on est locataire, ou si on est sur un site qui est mixte en termes d'usage ou pas. Enfin bref, il y a pas mal de situations et en fonction de chacune des situations juridico-administratives, on va pouvoir choisir une ligne directrice différente. Ensuite, ce qu'on va faire pour nos clients, c'est évidemment collecter les données liées à l'énergie du patrimoine immobilier. Donc pour ça, chez Citron, on a développé plusieurs technos qui vont permettre de collecter toutes ces données-là de plusieurs manières différentes. Alors la manière la plus facile, c'est de signer ce qu'on appelle un contrat tiers avec les distributeurs. Vous savez, en France, le schéma énergétique français, il y a des producteurs, il y a des transporteurs, il y a des distributeurs et des fournisseurs. Je ne vais pas parler des autres, mais globalement, c'est le schéma d'arrivée de l'énergie jusqu'à chez vous, ou jusqu'à un bureau. J'accélère, pardon, excusez-moi, oui. Donc, globalement, en signant un contrat tiers avec Enedis, on va pouvoir collecter les données de vos compteurs Linky, par exemple, ou les données des compteurs Gaspard avec GRDF. On a aussi des robots qui vont simuler une activité humaine je me connecte à un compte client fournisseur en ligne, je télécharge les factures, je les lis, je les comprends, je trie les données que j'y trouve, et je les mets dans une base de données pour qu'après, ça soit accessible via des tableaux de bord, via des outils d'analyse, via des systèmes d'alerte, de reporting, de demande d'intervention, etc. Donc ça, c'est la partie technologique qui va globalement automatiser toutes les tâches un peu chronophages qu'on pourrait ne pas avoir envie de faire à la main. Ensuite, on a nos ingénieurs conseils qui vont du coup déterminer les années de référence, calculer les économies à faire pour chacun des bâtiments et au global.
Et enfin, on va du coup permettre de faire cette fameuse déclaration chaque année, de définir les plans d'action bâtiment par bâtiment et au global. On va permettre du coup de faire à la fois ça de manière à distance avec l'Energy Manager de manière préventive, mais aussi en allant sur site avec des ingénieurs en efficacité énergétique qui vont faire ces fameux audits. Et enfin, on va accompagner nos clients dans la mise en place des actions de performance énergétique. Donc là, en faisant de l'AMO dans la sélection des prestataires et dans les modes de financement. On ne va pas mettre en place les travaux. Voilà, merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais merci, merci à vous tous. Hein. On est pas mal au niveau du temps. Hein, donc, on n'a pas tout à fait rattrapé les 5 minutes de retard, mais on n'a pas non plus aggravé la situation. Si tu me donnes 2 minutes, j'ai encore plein de trucs à dire. Hein. Mais on va y venir. Alors, bon, ce qu'on peut voir au travers de vos différentes interventions, c'est qu'on est face à une situation complexe qui nécessite, et là je pense qu'on le voit, qu'il y a une prise de recul, une prise de hauteur sur la nécessité de collaborer différemment, beaucoup plus intensément qu'on le faisait. Ça n'a pas été dit, mais le tertiaire, c'est 900 millions de mètres carrés. Donc non seulement il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a beaucoup de bâtiments. Et on voit qu'il y a beaucoup d'échanges de données à faire. Voilà. Donc les challenges sont nombreux. Alors, avant d'attaquer plus en détail certains points, face à une situation qui est complexe, nous avons besoin d'avoir des cadres de référence ou des référentiels. Alors évidemment, il y a la réglementation. C'est un cadre commun. Nous, on s'est dit aussi dans la filière qu'il fallait probablement fournir un certain nombre de méthodes et d'outils qui soient communs à la plupart des parties prenantes. Et donc, on a décidé il y a quelques mois de lancer l'AICN, l'Alliance immobilière pour la convergence numérique, qui est en fait un accord qui est passé entre les organisations professionnelles référentes. Alors, ce n'est pas le terrain, c'est un niveau national, pour se mettre d'accord. Alors, on parle de l'association des directeurs immobiliers, on parle donc de l'ADI, de Fidji, de l'ASPIM, de la PROMA, de la FSIF, du CIPMI, Building Smart, de l'ARSEG, de la FPI. Alors, je prononce des lettres un peu savantes, mais probablement certains d'entre vous déjà connaissent une ou plusieurs de ces entités, évidemment la SBA, pour travailler sur les enjeux environnementaux, et enfin tous les critères ESG, la flexibilité, et puis on va travailler tous ensemble d'un point de vue collectif sur des cas d'usage, sur les interfaces entre les métiers, sur comment on s'échange les données et comment on les comprend, ces données, et comment on les restitue. Voilà, pour pouvoir avoir des référentiels communs. Alors ça fait rien du tout sur le terrain, mais ça permet d'avoir un cadre méthodologique. Donc tout ça, c'est pas prêt, hein, c'est des travaux qui sont démarrés, mais en tout cas, il y a une volonté de le faire et d'avoir ce dialogue. Alors moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus maintenant dans une séquence peut-être un peu plus interactive aussi, sur où est-ce qu'on en est sur le terrain, justement. Et donc je reviens sur le premier point que je vous propose, qui est à propos de ce challenge du résultat. Comment est-ce que vous vivez les synergies, où est-ce qu'on en est des synergies dont on acte qu'elles sont indispensables pour atteindre ces challenges, et comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on observe cette collaboration, ce nouveau travail d'équipe, dans le contexte où on sait très bien tous les projets qui réussissent, c'est probablement parce que les personnes se sont mis d'accord sur la façon de travailler. C'est souvent une clé de succès. L'inverse étant vrai, si on ne s'est pas bien mis d'accord, ça peut expliquer un certain nombre de problèmes. Donc peut-être, dans un premier temps, je vais prendre dans l'ordre, si vous voulez, comme ça, dans cet ordre-là, quel est un peu votre regard là-dessus. Alors, on se fait un petit challenge d'organisation, 2 minutes chrono, hein, pour essayer d'avoir le maximum de retour de votre part. Donc, en matière d'interaction et de coopération entre les différents acteurs, vous avez compris avec les propriétaires sur ce sujet-là, même si on a d'excellentes relations avec nos propriétaires et récurrentes et régulières, on n'est pas encore tout à fait en phase avec les objectifs. Par contre, ça fait de nombreuses années qu'on a établi des contrats de performance énergétique avec nos prestataires, nos multitech notamment, qui sont extrêmement, avec lesquels on fait un véritable partenariat pour optimiser nos consommations. Il y a aussi un travail qui est fait de veille méthodologique en interne et
de la part de nos prestataires pour anticiper sur les nouvelles réglementations, notamment le décret tertiaire. Ce sont des sujets qui avaient été sentis, pressentis et connus avant même que ce soit tout à fait officiel, pour pouvoir justement anticiper, pour pouvoir actionner les leviers en amont et ne pas attendre la sortie du décret, voire même la deadline là, que tout le monde voit venir sans trop s'en occuper. Donc c'est plutôt dans ces méthodes-là qu'aujourd'hui, nous, on a déjà mis des plans d'action et on a déjà commencé cette coopération. On est vraiment convaincus qu'on ne fera pas ça tout seul. Enfin, la réglementation, de toute façon, nous oblige à le faire ensemble. Mais c'est, comme vous le disiez, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est vraiment totalement holistique et c'est l'ensemble des acteurs. Ça va de nos prestataires, ça va bien évidemment de nos collaborateurs, aussi de notre entreprise, de nos dirigeants, à qui il faut faire prendre conscience que dans les nouvelles méthodes de travail, la nouvelle façon d'utiliser nos locaux, il y a aussi tous ces enjeux-là. Et quand on pousse du flex work ou quand on réduit des surfaces, il y a mécaniquement des tas d'autres choses qui en découlent, y compris dans les contrats d'ailleurs de facility management, de restauration. Donc c'est un sujet à de multiples facettes et on l'adresse. Alors chez nous, il faut savoir qu'on a une personne qui est un monsieur RSE, qui est à temps plein et qui traite, en tout cas qui est active, qui coordonne l'ensemble des sujets, alors très orienté côté exploitation et énergie, mais qui a la totalité de ces sujets-là dans sa ligne de mire et qui est là justement pour s'assurer que tous les acteurs en interne et vis-à-vis, donc encore une fois, de nos partenaires, soient compris et soient intégrés. Oui, et donc pour des sites parfaits. Hein. Pour des sites parfaits, bien sûr. Merci à AXA de nous mettre le niveau d'exigence. Je ne vous ai pas dit que je l'atteignais, je vous ai dit c'est ce qu'on me demande. Voilà, c'est le niveau d'exigence, hein, c'est le site parfait. C'est le mieux et à pas cher. Et Pascal, peut-être parler de tout ce qui était les opportunités d'optimisation et de performance. Donc, Oui, juste pour en revenir sur le précédent sujet, ce que je vois, c'est pas pour l'instant la synergie telle que j'ai décrite, je ne la vois pas. Ce que je vois, c'est exactement ce que m'a dit Mme Carlier, il y a toujours, pour ceux qui se sont engagés dans la démarche, quelqu'un qui va coordonner, qui va se trouver chez le propriétaire ou chez le locataire. Et celui qui coordonne va chercher une solution. Et celui qui coordonne a compris qu'il y avait plusieurs sujets à prendre, mais il ne voit pas de personnes qui répondent globalement. Sans doute parce qu'il n'a pas nécessairement rencontré Citron, mais pas que. Citron est très très sur la mesure quand même, et c'est pas celui qu'on va voir en premier pour faire l'isolation par exemple. Donc aujourd'hui, le grand soir de la synergie n'existe pas. C'est pour ça que je parlais de contractualiser, de forcer les gens à mettre sur papier quelque chose avec un document qui soit attaché au bâtiment. C'est-à-dire qu'ils survivent aux différents locataires ou aux prestataires qui vont venir. Tant que ces documents ne seront pas faits, je pense qu'il n'y aura pas de synergie. Maintenant, pour parler des optimisations, les retours que j'ai vus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas attendu le décret tertiaire pour faire quelque chose et qui ont utilisé la palette d'outils que nous avons. Le contrat de performance énergétique est pas mal utilisé parce que lui, il permet d'avoir une vision globale de l'ensemble. Il y a des gens qui, comme ça a été dit, ont commencé par mettre de la mesure, ce qui pour moi est très pertinent parce que comment améliorer si on ne sait pas ce qu'on doit améliorer. Donc on contractait avec des entreprises telles que Citron pour l'ensemble de leur parc, mais qui après sont un peu perdus parce que qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on va prioriser ? Il y a toujours une question de budget. Donc, ce que je vois surtout, c'est les opérations quick win qui sont faites. Le grand classique, je vais remplacer avec du LED, quoi. C'est le premier truc qui est fait parce que temps de retour sur investissement assez court. Si certains ont bien maîtrisé la mécanique des certificats d'économie d'énergie, ils vont appuyer sur le bouton. Ils vont aller chercher les entreprises qui leur proposent avec investissement très faible, en se payant sur les économies d'énergie, de le faire. Mais sinon, je ne vois pas de plan global de mise en place et de lancement d'action globale. Ça se fait vraiment par petites touches et cette synergie, je ne la vois pas encore pour l'instant. Bon, et donc il faut un pilote. Hein, c'est quand même ça le message important. Clairement. Et du coup, Vianney, on voit bien que, ok, il y a peut-être un pilote, mais ça fait énormément de données à collecter. C'est très complexe. Alors comment on peut automatiser la collecte des données sur le terrain ? Et puis avec ce challenge de renseigner une base là, opérate. Alors, la collecte des données, comme on disait tout à l'heure, il faut l'automatiser. En fait, les données, à partir du moment où on a plus que 1, 2 ou 3 bâtiments, elles sont
énorme, enfin, il y en a une quantité monstrueuse. Imaginez qu'il faut collecter des données qui sont liées à la partie administrative, ça va, c'est assez rapide, société.com, etc. À la partie bâtimentaire, là, ça peut commencer à devenir compliqué. Quelles sont les surfaces de chaque typologie et sous-typologie d'usage qu'on peut avoir dans un bâtiment? Pour vous donner un ordre de grandeur, un bâtiment de bureau a déjà 5 sous-typologies d'usage. Il y a du flex office, il y a des zones de bureaux fermées, il y a des, etc., etc. Il y a des zones de restauration, etc. Il y a des données bâtimentaires qui peuvent être assez complexes à récupérer. Et après, derrière, il y a des données de consommation. Un bâtiment, il y a en moyenne 4 points de livraison de consommation. Chaque point de livraison de consommation va avoir une facture par mois. Sur chaque facture, il y a une trentaine de données qui peuvent être intéressantes et 2 ou 3 données qui sont obligatoires. L'adresse de livraison, le montant total de la consommation et est-ce qu'il y a eu une consommation reportée avant ou après. Vous faites la somme et vous le multipliez par le nombre de bâtiments, ça fait une quantité de données astronomique. Alors il y a quelques gestionnaires techniques de patrimoine immobilier qui m'ont dit bah, écoutez, on va essayer de le faire nous-mêmes. Alors heureusement que le décret tertiaire, la déclaration a été reportée d'1 an parce qu'aujourd'hui ces gens-là c'est mes clients. En fait le truc c'est que dès qu'on a plus de 2 ou 3 bâtiments, on avait estimé que pour un bâtiment c'était en moyenne 2 jours par an et 3 jours la première année de temps à passer pour collecter les données liées au patrimoine immobilier. 2 à 3 jours par an par bâtiment. Combien de bâtiments? 103 ? Il faut une équipe déjà un peu costaud. Donc voilà, donc c'est beaucoup de temps, donc il faut l'automatiser. Donc il y a plein de données, il y a plein de technologies qui permettent de l'automatiser. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2 types de données, la lecture automatisée des factures, les distributeurs, mais il y en a d'autres. Les objets connectés, ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de sous-comptage. On peut aussi travailler avec des connecteurs via des logiciels tiers, les logiciels justement qu'utilisent les properties ou même les propriétaires, d'ailleurs les gestionnaires patrimoniaux, etc., ou les FM. Tout ça, c'est des logiciels qui ont énormément de données. Il y a des GMAO, par exemple, la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Et bien, Citron crée des connecteurs avec ces autres logiciels pour récupérer ces données-là. Il y a aussi des automates, il y a aussi des systèmes de chaufferie, etc., qui ont la capacité de transmettre de la donnée. Et bien, il faut un hub. Ce hub de données, il y a Citron, il y en a d'autres, mais il faut une plateforme comme Citron pour pouvoir collecter toutes ces données-là, lisser ces données-là et les rendre intelligibles pour son gestionnaire technique. Et derrière, on les transmet d'un côté à Opera, mais surtout, on les met à disposition de nos energy managers pour qu'ils puissent effectivement accompagner le propriétaire et ou le locataire dans justement qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à quel moment, pourquoi, comment, quel planning, et intégrer ça justement dans la roadmap un peu plus globale du bâtiment, dans tout ce qui est restructuration, etc. Donc c'est un sujet qui est complexe, qu'il faut automatiser pour la partie chronophage et qu'il faut maîtriser avec des data managers et avec des energy managers pour accompagner les clients. Bon, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des solutions techniques, hein. Il y a un peu de machinerie pour organiser tout ça. Mais finalement, on a dit tout à l'heure que tout ça, ça se faisait pour le bénéfice de comptes de tiers. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre alors sur le terrain? Où est-ce qu'on en est? Quel gisement on peut constater par rapport à toute cette data et les impacts aussi, les interactions avec les nouveaux métiers? Donc, il y a un pilote dans l'avion, c'est le PM, puisque la personne qui va passer le contrat OFM, c'est le PM. La personne qui va choisir un AMO ou une plateforme, c'est le PM. Le problème, moi, j'agis que si j'ai un mandat, donc si on m'a signé un contrat. Et ce que j'explique, c'est qu'aujourd'hui, nos propriétaires ne l'ont pas fait. Puis moi, j'aime bien aussi réfléchir, parce que moi, je pense que le monde est intelligent, que les gens sont intelligents. C'est, si manager l'énergie, ça faisait de gagner de l'argent à tout le monde, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est ça la vraie question. Donc le monde est très très complexe. Et je m'excuse Vianney, c'est quand je te parle de contrôler de la data, et c'est un monsieur de 60 ans qui te parle, toutes les GMAO, elles ne sont pas calibrées en France, la data est fausse. Toutes les GTB, il faut les reprendre. On n'a pas fait d'optimisation de réglage d'installation. On va découvrir un monde. Et les gens qui travaillent depuis longtemps dans l'énergie le savent. Et donc, c'est vrai que ce qui est génial, c'est enthousiasmant parce qu'on est en train de construire quelque chose avec des outils. Et ces outils, on en a absolument besoin. Et on en parlait un peu en aparté. Je pense aussi qu'on a besoin d'outils de simulation sur la data, parce qu'on ne va pas pouvoir reconstituer, puisque je sais que vous appréhendez bien la théorie de l'énergie, on ne va pas pouvoir reconstituer par des calculs thermiques ce qui se passe, on va être obligé de les simuler, pour moi, avec du traitement de data, et on aura besoin d'outils hyper puissants au niveau mathématique. Et c'est là où on aura besoin de Citron. L'autre chose aussi qui est super dans ce mouvement, et je l'ai vu avec des concours comme Cube 2020, c'est là où on travaille ensemble avec les locataires,
c'est qu'il va y avoir une synergie représentant du propriétaire, nous, PM, et les locataires qui sont vraiment très dynamiques. Les initiatives CUP 2020, on a réussi à faire jusqu'à 30% d'économie. C'est-à-dire qu'avec un usage responsable de l'énergie, sans rien faire, on n'a même pas mesuré, on n'a même pas compté, on n'a pas pris de facture. On a juste dit aux gens, vous fermez les lumières dans les toilettes, la lumière la nuit, c'est fini, on arrête d'arroser, on n'éclaire pas. Ok, les LED, c'est facile à faire. Sauf qu'en France, il n'y a pas de LED partout. Moi, quand je visite les bâtiments, je suis tétanisé. Parce que faire un relamping LED, ça s'amortit en 6 mois. Ce n'est pas fait en France. Donc là, ce qui est génial avec le décret tertiaire, je pense qu'il va y avoir une mobilisation d'idées, que justement les sachants vont avoir la parole, et on va pouvoir partager, commencer vraiment une pédagogie de l'énergie management. Et la pédagogie de l'énergie management, puisque où on en est, c'est le début. D'abord, il faut mesurer, savoir ce qu'on consomme. Aujourd'hui, en France, personne ne le sait, parce que les PM géraient l'énergie sur les parties communes, et les parties privatives n'étaient pas connues, et on n'a jamais cumulé les deux énergies. Et là, en septembre 2022, pour la première fois, nous aurons une cartographie du parc. Et là seulement, on va commencer à débuter le travail qui est de comprendre qu'est-ce que sont ces consommations d'énergie. Il va falloir rentrer dans des plateformes et faire des simulations, puisqu'il va falloir rentrer tout ce que sont les variations thermiques, les DGU, etc., l'impact de l'occupation, maîtriser tous les process connexes. Tu en parlais, un restaurant, mais ça peut être aussi des centres de calcul et des choses comme ça. Et donc, on va être obligé de passer par un sous-comptage et fiabiliser le sous-comptage. Donc, bien sûr, pas de relève manuelle, parce que ça, c'est la mort. La relève automatique. Et on va pouvoir donc passer cette première étape qui est identifier, connaître les consommations. Après, il va falloir suivre ces consommations et intégrer le mouvement de la vie du bâtiment, surtout avec les flex office. Tout est en train de changer sur l'utilisation du bâtiment. Et la troisième étape, c'est on va rentrer dans ce que j'appelle l'énergie management. Donc, je refais la synthèse de tout ce que vous avez dit parce que je partage complètement. Il nous faut des FMR avec des contrats de maintenance et des contrats de performance énergétique. Sauf qu'en France, les FMR ne savent pas ce que sont les rétrocommissionings. La plupart des immeubles sont mal réglés. Moi, je vous invite à mesurer le confort d'une salle de réunion d'un immeuble pointu en France. C'est juste un gag, quoi. Donc, il y a un énorme travail à faire, et donc on va pouvoir le commencer. Il va falloir travailler aussi avec des AMO, des plateformes, et une fois qu'on a fait ça, effectivement, il va falloir trouver des gens qui ont la compétence de choisir l'année de référence, parce qu'on n'en a pas parlé. Soit c'est une baisse en pourcentage, je vous le rappelle, moins 30, moins 40 en 2030, moins 50, moins 60 en 2050, c'est très ambitieux. Et on attend le décret qui doit apparaître dans ces jours pour avoir les valeurs fixes. Parce que soit vous choisissez d'aller vers une baisse en pourcentage, ou soit alors vous allez aller vers un objectif défini en référence. Et donc, il y a un enjeu qui est très très fort, en fait, qui est très très fort. Et où on en est, on en est juste au début, puisque nous commençons à obtenir les mandats pour pouvoir donner ces mandats à Citron, pour collecter les données et avoir une photo. Et là, ça va être très très bien parce que j'ai eu la chance d'avoir vécu ça dans un autre univers qui était celui de l'hôtellerie mondiale. C'est qu'il va falloir faire des cartographies d'actifs et mesurer la performance énergétique en kilowattheure finale. C'est pour ça que quand je dis que c'est un peu pointu, l'énergie finale, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Et donc, c'est ça aussi qui est compliqué. Et donc, il va falloir avoir une stratégie, et c'est là où tous les métiers vont trouver sa place, parce qu'il va falloir faire une stratégie par parc, puisqu'on va soit faire des économies par immeuble ou proposer, globaliser une économie générale du parc. Et là, aujourd'hui, vous l'avez vu d'ailleurs quand on prend nos paroles, il y a un peu une confusion, c'est qui fait quoi? Parce que tout le monde a envie de faire la même chose. Je vous assure que tout le monde voit un gâteau énorme. On va collecter de la donnée, on va faire Energy Manager, on va conseiller nos clients, etc. Et donc, on va trouver nos places aussi. On est en train d'apprendre à travailler ensemble. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début enthousiasmant, moi, je trouve. Donc, bien sûr, les startups nous bousculent, ils veulent tout faire, mais c'est super sympathique. Moi, je trouve ça génial. Et bien sûr, on les aidera pour faire encore plus. Mais aujourd'hui, on n'est qu'au début. C'est ça mon message. Par contre, tout est à construire et il va falloir apprendre. Par contre, tout est connu. C'est ça qui est très surprenant, c'est que toutes les méthodes à mettre en place, y compris les simulations mathématiques hyper pointues, sont connues. Elles ne sont juste pas mises en œuvre. Donc ça va être à vous de jouer. Merci. Oui, alors effectivement, il y a une thématique qu'on voit apparaître de plus en plus dans le débat, qui est un peu le résumé de tout ça, c'est qu'on ne sait pas décrire encore le système d'information qui va avec toutes ces données. C'est-à-dire le système d'information en termes de quels sont les acteurs, quels sont les flux, quels sont les modèles de données et quels sont les traitements. Pourtant, ça existe. C'est-à-dire que même si on disait non, mais ça ne nous concerne pas, en fait, c'est déjà en route.
Et justement, je voulais avoir le point de vue de Florence Carlin sur quelles sont les conséquences. On commençait à évoquer un peu le thème du contractuel. C'est-à-dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les baux et comment est-ce qu'on contractualise un petit peu ces sujets-là, puisqu'en fait, ils sont déjà là. On aperçoit qu'ils vont être nécessaires de plus en plus de les prendre en compte. C'est-à-dire que si on ne les a pas, on va avoir des ennuis pour tenir les engagements. Donc comment on retraduit ça contractuellement ? Bonne question. C'est une excellente question. Comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, nous, on veille systématiquement au moment de la négociation ou renégociation de nos baux à intégrer dans la branche des baux verts le sujet du décret tertiaire. Et néanmoins, on voit bien que le sujet vis-à-vis des propriétaires, ça ne leur plaît pas vraiment parce qu'ils ne sont pas prêts. et que quand on veut rentrer un peu plus dans le détail, ils mettent beaucoup de distance en disant bon, on va se revoir, on va se mettre une clause de revoyure et puis on en parlera plus tard. Donc c'est pas simple. Il y a un vrai un accompagnement, une pédagogie. Je le disais tout à l'heure. Alors bien évidemment pour les très gros acteurs, ils sont plus avancés, ils sont en tout cas travaillés dessus, même si on n'est pas encore tout à fait en phase sur ce qu'on veut écrire dans ce contrat. Par contre, et encore une fois, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais dans des propriétaires qu'on retrouve plus particulièrement, en tout cas nous, en région, dans des villes moyennes, avec des gens qui sont arrivés à l'immobilier un peu par hasard ou par choix d'investissement, mais dont ce n'est pas l'ADN. Là, on sent bien un grand moment de solitude et c'est compliqué. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il va falloir qu'on accompagne nos propriétaires, c'est l'occasion, au moment des renégociations, de leur faire un peu de pédagogie, de les alerter sur ce qui est en train d'arriver, là, sur le tsunami, et sur le fait qu'il va falloir qu'on soit tous ensemble. Et c'est d'autant plus gênant que souvent, nous, en région, on est plutôt en multi-occupants, on a plutôt des petites surfaces, donc on n'a pas autant de pouvoir en face d'eux que ce qu'on peut avoir quand on est monolocataire dans des grosses surfaces. Et que du coup, ils nous regardent un peu, AXA Centrale, Paris, tout ça, on n'en a peut-être pas besoin. Et malheureusement, on sent qu'à un moment donné, là, le tsunami, le mur, il va arriver très très près. Et voilà, donc on fait tout ce qu'on peut chaque fois en termes de contrat pour les faire le petit étincelle. Mais justement, là où il y a un déséquilibre, c'est que les propriétaires, dans la revue des baux, vous avez bien compris, c'est qui prend quelle dépense et qui va payer les travaux. Ne vous inquiétez pas, ils ont trouvé. Donc ils ont trouvé, pour eux, c'est le locataire. Absolument. Mais là, tout est en train de changer parce qu'effectivement, le locataire a plutôt la main aujourd'hui par rapport au marché. Et donc là, le rapport de force s'engage. Et pourquoi les propriétaires ne se sentent pas à l'aise ? Parce qu'ils n'ont pas encore la vision et ils ne savent pas où fixer la limite. D'où cette période un peu d'attente, parce que toi, tu sais à peu près, du moins parce que tu fais partie des rares groupes où vous travaillez sur le sujet depuis longtemps, tu es capable de donner une ligne et une position, mais la plupart des propriétaires ne savent même pas. Et donc, ça va être un des travaux à faire, mais ce travail, il va arriver, donc identification des consommations, suivi des consommations, énergie management, et modification des baux. Donc on n'y est pas encore, quoi. Oui, du coup, on arrive en avance de phase et quand on adresse le sujet, là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors donc, vous nous annoncez une future fracture dans l'immobilier avec des grands groupes organisés et puis une masse de propriétaires qui vont découvrir au fur et à mesure. Et peut-être, Pascal, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui ? Vous avez de l'avenir, oui. Voilà. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de combien il y a de pourcentage de propriétaires ou de locataires qui ont compris ce qui se passe, qui savent qu'ils doivent saisir leurs données dans Opérate. Enfin, c'est du point de vue du terrain, c'est quoi un peu le sentiment, le niveau de la fracture ? Quand on pose la question à l'administration, la réponse c'est ça se passe bien, mais sans aucun chiffre. En fait, la réalité, c'est celle qui transparaît de nos différents échanges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui soit vraiment dans la démarche décret tertiaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas grand monde qui n'ait fait des travaux d'économie d'énergie. Au contraire, il y a des grands groupes. J'ai échangé avec la Banque de France, Air France ou l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, ont énormément avancé. Mais par contre, dans la démarche stricto sensu décret tertiaire, il n'y a pas grand-chose. N'empêche que les grands groupes sont plus avancés que les petits. Vous avez vu, le décret tertiaire, c'est 1000 mètres carrés, tout ou partie.
Donc il y a énormément de propriétaires de bâtiments, de locaux de 150, 250 mètres carrés qui hébergent des notaires, des dentistes, enfin tout ce que vous voulez, sans parler des petits commerces, qui eux sont au niveau absolument zéro, mais même zéro de la connaissance. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire et de combien il faut le faire. Donc là, ma vision, c'est pour tout ce parc qui est gigantesque, là, on était 900 millions de mètres carrés, il y a cette partie-là qui est au niveau zéro. Une fois de plus, c'est les grands groupes qui sont plus en avance. Alors, il n'y a rien de choquant dans tout ce type de démarche, ça se passe toujours de la même façon. Il y a toujours des leaders, la loi va surtout s'appliquer aux leaders qui vont montrer comment c'est faisable, qui vont automatiser les process et les rendre utilisable, parce qu'il y a aussi une question de moyens. Hein, quand on est dans un local de 150 mètres carrés et qu'on est un avocat indépendant, ben, on ne va pas dépenser 2000 € pour faire un audit énergétique. Donc, il va falloir que la méthode se mécanise, et là, on va embarquer tout le monde. Et c'est vraiment le principe, et c'est pour ça d'ailleurs que sur cette première année, le législateur a laissé 1 an de plus, en fait. Il n'y aura strictement aucune sanction de septembre 2022 à septembre 2023. Je pense que, alors là c'est à titre personnel, là, c'est que des grands groupes qui ont une responsabilité sociétale environnementale importante, s'ils ne font rien d'ici septembre de cette année, là effectivement, ils risquent d'avoir une sanction qui ne viendra pas du tout de l'État, mais qui viendra de leurs organismes certificateurs verts, et qui vont dans leur bilan dire « Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait pour le décret tertiaire ?» Rien. Oui, on a la taxonomie là, qui va Exactement. arriver, hein, et puis la RSE hein, qui va prendre de plus en plus d'importance. Bon, ok, très bien, mais finalement, sur le terrain, au niveau parce qu'on dit ok, on commence à prendre conscience, on voit que tout le monde ne va pas à la même vitesse, et donc dans les interactions qu'on peut avoir, Vianney Raskin, quelles sont finalement les interactions avec les autres acteurs la partie technique a été bien développée, mais finalement on voit que c'est multi-parties prenantes. Donc c'est quoi un peu vos interactions finalement par rapport à ces parties prenantes? Comment ça se passe? Ouais. Alors nous, on essaye d'être un petit peu le tiers de confiance. Donc on est soit missionné par un propriétaire, soit missionné par un locataire, et on essaye de mettre autour de la table, soit missionné par un property manager d'ailleurs, et on essaye de mettre autour de la table toutes les personnes, toutes les parties prenantes pour faire en sorte que la première étape, ce qui est la collecte de la donnée, puisse avancer. Une fois qu'on aura fait cette collecte de données, on pourra réfléchir aux étapes d'après, le calcul des références, quelle action on doit mettre enfin les plans d'action, etc. Aujourd'hui, on rencontre une grosse difficulté, c'est d'aller chercher les données justement auprès on va appeler ça les petits locataires. Moi, je suis un petit locataire. On a un bureau qui fait un peu moins de 1000 m² aujourd'hui, qui est dans un bâtiment qui fait plus de 1000 m². Donc, je suis assujetti au décret tertiaire, au même titre que des avocats, au même titre que énormément de monde. Et moi, j'ai des propriétaires qui me disent, bon bah voilà, j'ai X bâtiment, j'ai x10 en locataire, bon bah vas-y, à toi de jouer. Donc bon bah j'y vais, je prends mon bâton et j'y vais. Alors on fait plein de trucs, hein. On fait des webinars, on s'est équipé de logiciels qui envoient des mails automatiquement, et en fonction de si le mec ouvre la pièce jointe ou pas, on va avoir des réactions différentes. Et on essaie de collecter ces données-là. Mais là, on parle juste de la donnée qui est le mandat, qui est la donnée de base, qui juste la personne dit ok, je veux bien, allons-y. Mais le ok, je veux bien, allons-y, faut aller le chercher, hein, parce que je vais prendre un exemple. Mon ancien propriétaire, qui est un de mes clients aujourd'hui, il a 30 bâtiments en région parisienne. C'est pas énorme. Mais 30 bâtiments, c'est 300 locataires. 300 locataires, dans lequel il y a forcément un petit peu, statistiquement, du climato-sceptique, dans lequel il y a forcément un petit peu du papasserie sceptique, celui qui n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande, quoi. Il y a forcément des personnes qui sont de très bonne volonté, et tant mieux. Mais globalement, quand on met nos meilleurs efforts, et croyez-moi, on essaye de tout faire pour récupérer ça, on a des chefs de projet qui travaillent très bien. Je crois que le record, c'est 80% de taux de complétude de données. Donc 80% de taux de complétude de données, ça fait un peur au propriétaire qui, lui, globalement, son métier, c'est d'avoir un actif rentable. La valeur de l'actif va de se mettre à chuter, parce que si dans un bâtiment, il y en a un des locataires qui ne veut pas répondre au décret tertiaire, c'est tout le bâtiment qui n'est pas en conformité. Et si tout le bâtiment n'est pas encore en conformité, il y a une petite feuille verte qui va passer de la petite feuille verte à la petite feuille jaune à la petite feuille grise. Et cette petite feuille, c'est quelque chose qui va être regardé au moment de la prise à bail d'un actif par les autres preneurs du bâtiment.
Et donc, la valorisation, l'actif va être moins attractif et la valorisation de l'actif va chuter. Donc, il y a une nécessité de mettre tout le monde d'accord. Et donc, je pense que la première étape, c'est presque de sensibiliser le marché. Ça rejoint beaucoup ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc voilà, donc une première grosse difficulté, c'est sensibiliser l'intégralité des locataires, parce que là je parle des petits locataires, mais j'ai même pas envie de leur jeter la pierre, il y a des gros locataires qui sont complètement en bois aussi. Donc il faut qu'on arrive à sensibiliser le marché, leur montrer que c'est pas forcément, que c'est pas un impôt, que c'est plus une façon de travailler commune qui va permettre d'avancer dans la bonne direction pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même tous conscients que limiter l'impact environnement, enfin limiter notre impact sur l'environnement, c'est aussi limiter d'un point de vue sanitaire les dégâts qu'on peut observer, d'un point de vue catastrophe naturelle, d'un point de vue, voilà. Très bien. Sauf si Eric peut-être veut réagir une dernière fois, mais on a quand même pas mal exploré le sujet. Et donc maintenant, je voudrais juste clôturer un peu cette séquence-là de manière assez spontanée et rapide. D'après vous, quels sont les freins ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer pour la mise en place d'un décret tertiaire réussi ou pour une meilleure organisation de la filière immobilière, puisque c'est le thème de la matinée. Alors, si j'avais la martingale, je la sortirais. J'ai entendu autour de cette table beaucoup d'excellentes idées. Je suis ravie de voir qu'il y a des acteurs qui apparaissent, ou en tout cas qui se sont donnés pour mission de pouvoir développer cette synergie. Encore une fois, moi, j'ai malheureusement pas de réponse. On sent qu'il faut absolument que l'ensemble des acteurs prennent conscience de ça. Donc, il y a un vrai sujet de connaissance et de compréhension, parce que le décret, il existe, mais il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et nous, en tant que preneurs, on est quand même en train de se dire, d'accord, on va nous demander d'investir sur les économies de bâtiments pour les 10 ou 20 prochaines années. Mais est-ce qu'on y sera encore dans 10 ans? Et donc, à quoi ça sert? Enfin, je pousse un petit peu dans l'absurdité, mais donc, et ces questions-là, si nous, qui sommes quand même assez armés, avec des gens qui sont que sur ces sujets-là, on n'a encore pas de réponse, je me mets à la place du notaire ou du petit cabinet de radiologie qui, lui, a vraiment autre chose à faire, parce qu'il a, entre guillemets, un métier et qu'il n'a pas quelqu'un qui va réfléchir au sujet. Donc, pour moi, l'enjeu, il est fort dans l'intervention de tous ces nouveaux acteurs du marché qui apparaissent, parce qu'ils ont tout leur rôle à jouer, et à eux de se faire connaître et de vendre leurs prestations, parce qu'on va avoir besoin, on est tous des acteurs, alors les PM, les preneurs, les propriétaires, il y a plein de gens de bonne volonté. Au mieux, comme chez nous, il y a quelqu'un qui va prendre le sujet, mais avec son point de vue, sa lunette, c'est-à-dire nous, en tant que preneurs, en tant que locataires, on essaie de syndiquer, de faire des choses, mais c'est pas à ce niveau-là, quelque part, qu'il faut que ça se fasse. On voit bien que c'est au niveau du bâtiment, ou de l'ensemble de bâtiments, ou du parc, et ça, c'est pas à notre main. Donc, il y a à la fois auprès des preneurs, des locataires, il y a un vrai travail, y compris pour les petits, pour qu'ils comprennent qu'ils ont quelque chose à faire pour éviter de mettre un bâtiment à mal en termes de conformité. Et puis au niveau des propriétaires, on voit bien qu'il y a tout le travail qui a été évoqué, qui reste à faire. Donc, messieurs, vous avez quelques belles missions devant vous à venir. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie. Pour moi, la solution, elle a été dite, mais je rajouterai juste quelque chose. Je pense que c'est la sensibilisation, c'est la formation. La réunion que nous avons aujourd'hui, ce sont les webinaires, et je ne sais pas parce que c'est mon voisin et je ne connaissais pas plus que ça avant aujourd'hui. J'ai suivi énormément de webinaires de Citron. Alors il y a Citron, il y a l'OID qui en fait, mais Citron fait partie de ces gens qui ont très bien expliqué, très bien posé le problème. Et il faut encore plus ce genre de manifestation. Alors il y a d'autres webinaires régulièrement. Pour moi, ça c'est essentiel. Alors ce que je rajouterais par rapport à ces excellentes choses qui sont faites et qu'il faut multiplier, c'est peut-être rappeler les choses dans quel ordre elles doivent être faites. Je pense que plein de gens ont peur parce qu'on leur parle de rénovation, travaux de rénovation tout de suite. Même à titre personnel, la rénovation chez moi, c'est très embêtant. C'est pas ça la priorité du moment. Il faut ramener dans l'ordre. La priorité, c'est la déclaration. La déclaration se fait en récupérant ces données de consommation. Donc le début, c'est récupérer ces données et mettre en place des systèmes de mesure. On sait que juste en mettant en place un système de mesure, on fait une économie.
C'est bête comme chou. Dès l'instant où vous mettez un compteur sur votre radiateur, vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps à 24,5 chez vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes tout le temps à rhume, parce que dès que vous sortez ailleurs, il y a une telle différence de température. Et vous allez baisser en disant pourquoi il y a 24 ? Parce que ça s'est fait comme ça. Et puis vous allez descendre, et vous rendre compte que finalement vous vivez beaucoup mieux et vous dormez beaucoup mieux. Rien que de mettre une mesure fait une économie. Alors une économie, alors pas gratuite, c'est le coût de la mesure, mais la mesure, ramener à ce que ça rapporte, c'est rien. C'est pas cher. Donc moi j'insisterai sur cette étape 1, et vraiment je mettrai toute l'énergie là-dessus, en disant qu'il y a une action globale, mais qu'il faut commencer par l'étape 1 avec beaucoup de sensibilisation. Merci Pascal. Alors, j'ai pas envie de dire la solution, c'est moi. Donc, c'est pas. Non, toi et tes confrères. Oui. C'est nous. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement les. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors, je pense qu'effectivement, on apporte une. Nous, ça fait beaucoup d'années maintenant qu'on se pose la question du décret tertiaire. On a apporté la réponse qu'on pense être la bonne pour pouvoir répondre aux enjeux du secteur qui ont été cités. Donc, si je pense sans être trop prétentieux, dire que la solution qu'on avance, qu'on propose, elle répond justement à toutes ces problématiques-là. Par contre, je pense qu'effectivement, les sujets, les difficultés qui ont été relevées, elles sont réelles. Et je pense qu'on peut faire d'autres choses en parallèle que ce qu'on fait. Enfin, on le fait aussi, cela dit, mais on peut faire d'autres choses en parallèle que la partie collecte et commencer à faire tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, j'aime bien proposer à mes clients des actions coup de poing C2E. Une action coup de poing C2E, c'est chaque année, il y a des fiches, qu'on appelle les fiches C2E, les certificats d'économie, qui permettent de financer des actions de performance énergétique. Jusqu'à maintenant, le secteur tertiaire, c'en est, à part peut-être les hôpitaux ou à part les EHPAD, etc., c'en est assez peu. Voilà, merci. C'en est assez peu saisi, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'action à 1 euro. Le secteur tertiaire, les fiches, les subventions qu'on peut récupérer quand on met en place une action, ça va financer 10, 15, 20, peut-être de temps en temps 30% de l'action. Donc ça permet de diminuer le temps de retour sur investissement, mais ça ne sera pas gratuit comme pour un particulier de temps en temps. On va être obligé de mettre en place ces actions. Donc pourquoi pas, aujourd'hui, même quand on est dans le secteur tertiaire, observer l'avancement de ces fiches C2E et se dire, bon, cette fiche-là, pour l'instant, ils la mettent parce que c'est incitatif. Demain, ça sera obligatoire. Et ben, je vais mettre ça en place tant que c'est incitatif, sans forcément atteindre. C'est peut-être pas le meilleur moment du coup, mais j'y ai quand même. Ça me permet d'avancer. Et je me dis, je vois pas une échéance qui se rapproche avec une économie qui bouge pas, parce que je me concentre sur la collecte et parce qu'il y a des étapes à faire avant de commencer à mettre en place des actions. Et ben, ça peut être peut-être une solution presque pour se rassurer et pour commencer à mettre un pied devant l'autre, que se dit, ok, j'ai d'abord la partie data, j'en suis conscient, j'avance dessus, mais en parallèle, je commence à mettre en place des actions de performance énergétique, chose que je n'avais pas forcément commencé à faire avant, parce que tout le monde n'est pas forcément avec ça. Je ne vais pas tarder à vous rejoindre pour aussi participer au débat. Alors, les C2E, ça me fait réagir. Bon, d'abord, il y en a beaucoup qui sont utilisés, mais surtout pour certaines catégories d'opérations, et très très peu justement pour les actions de pilotage. Par exemple, je veux mettre en place un système d'information énergétique. Donc on nous demande des QMAC pendant une durée exploitée. Alors qu'en fait, le retour sur investissement, c'est dans l'année, à partir d'un certain niveau de consommation, bien sûr. Et puis finalement, on se dit, mais en fait, le vrai sujet, c'était pas ça. Le vrai sujet, c'était la réduction du carbone. Donc en fait, il nous faut des certificats d'économie de carbone. Parce que peut-être qu'en substituant le carburant, en fait, on aura des moins bons rendements. Donc en fait, quand on fera les QMAC, on dira non, on ne le fait pas. Et on passe à côté de l'objectif qui était en fait de réduire les émissions. Et puis enfin, puisque c'est dans l'actualité, peut-être qu'en fait, il nous faut des certificats d'indépendance énergétique. C'est encore un autre sujet. Et donc je reviens sur le changement de carburant ou d'énergie, suivant si c'est pour un usage stationnaire ou un usage mobile. On va parler d'énergie ou de carburant. Mais en fait, à la fin, il faut se recentrer sur les vrais objectifs. C'est-à-dire faire des économies, pour faire de la décroissance, puisqu'on est entre entreprises ici. Peut-être qu'avant, il faut se recentrer sur les objectifs. Voilà, c'était juste, je me permettais d'intervenir, et comme ça, je vais pouvoir vous rejoindre, parce qu'il nous reste un quart d'heure juste après l'intervention d'Éric pour des questions, des réponses dans la salle, et je ne sais pas si la régie peut nous envoyer des questions qu'on aurait à distance, ou voilà, je ne sais pas comment on fait cette partie-là, mais... Donc le décret tertiaire, vous l'avez compris, en fait, pour les PM, ça constitue vraiment comme un boost de notre métier, et un vrai faire-valoir de notre métier, parce qu'en fait, la fonction dans la pyramide des métiers de l'immobilier qui se situe exactement au milieu des locataires, acteurs importants,
des propriétaires, acteurs importants, les deux soumis, tous les fournisseurs, exploitants, etc., c'est-à-dire tous les fournisseurs qui assurent la maintenance, la gestion de la tour sont là, les plateformes, parce que vous avez compris qu'il faudra travailler, et c'est pour ça que c'est un boost pour Citron, parce que c'est impossible d'avancer sans plateforme, donc très beau marché, mais il y a aussi tous les métiers de conseil qui vont venir nous aider, ça va de l'audit énergétique, etc., et donc il y a un métier au milieu, aujourd'hui, qui est placé là, c'est le monde du PM. Aujourd'hui, le PM intervient que pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'il y a un mandat d'un asset, mais de plus en plus, et moi j'en suis persuadé, c'est que notre activité, notre métier, on va le proposer directement aux propriétaires en direct, parce qu'on aura aussi ce savoir-faire. Donc aujourd'hui, il y a un pilote, parce qu'on est un pilote à la fois légal, parce que c'est ça aussi, hein, c'est nous qui passons les mandats, c'est nous qui suivons les contrats, et il y a un moment, il faudra coordonner tout ça. C'est là où je rejoins, donc on aura besoin d'acteurs qui élargissent aussi leurs compétences, que ce soit dans ton domaine ou ton domaine, mais il y a un moment, il va falloir réconcilier tout le monde, et par exemple, réconcilier les locataires avec les prestataires, avec la plateforme, etc. Et là, ça va être le cœur, comme je dirais, du réacteur, et aujourd'hui, c'est le PM. Donc pour le monde du PM, c'est une superbe opportunité de valoriser notre métier avec tous ces nouveaux métiers dont on parle, parce que ça va demander extrêmement d'expertise technique. Hein. Donc, et en effet, dans l'AICN dont je parlais tout à l'heure, l'APROMA, hein, donc qui est un peu le syndicat des PM, a un rôle clé, puisque au centre finalement d'un certain nombre d'interactions, encore une fois sur des cycles d'exploitation. C'est-à-dire, on n'est pas là en train de traiter du marché de la construction neuve ou de la promotion, qui est un sujet bien sûr très important, mais aussi de tout ce qui existe déjà. Moi, en synthèse, avant de passer aux questions, donc j'ai noté effectivement qu'il y avait des challenges là, de prise de conscience, de connaissance, de formation, de sensibilisation, mais aussi d'accompagnement au changement. Donc là, on est dans tout le critère humain. Et puis, il y avait un deuxième gros volet sur la mise en action, hein, et donc collecter les données, mettre en place des systèmes de mesure, réaliser le déploiement des certain nombre de solutions, et puis bien sûr le financement. Hein, voilà, donc c'est un peu toutes ces démarches-là qui sont finalement la raison d'être et les différents plans d'action qu'on a dans la SBA. C'est précisément pour accompagner les acteurs, faire des livres blancs, des cadres de référence, voire des labellisations, définir des méthodologies, définir la façon dont on se met d'accord, hein, la partie sémantique de ces données, puisqu'il y a la complétude. Est-ce qu'on a bien connecté toutes les données? Puis après, c'est est-ce qu'on les a comprises? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les intégrer? Est-ce qu'on peut les retravailler, les raffiner? Hein, et donc, il y a tout le thème de l'interopérabilité, pas que technique, hein, l'interopérabilité aussi entre organisations, qui est un sujet important. Alors, je ne sais pas au niveau technique à la régie si on a des questions à distance, mais sinon on peut prendre les questions dans la salle dans un premier temps. Alors, il y a une question en régie. Bonjour, AXA a-t-il déjà mis un schéma directeur en place par immeuble ou globalement? Alors non, pour l'instant, on n'en est pas à ce niveau-là. Globalement, on intervient vraiment immeuble par immeuble parce qu'on a une diversité alors, de propriétaires, c'est un fait, mais d'immeubles aussi, à la fois en âge et en spécificité technique. Donc, on travaille, chaque responsable de site a pour mission, en coordination avec notre monsieur RSE, d'intégrer tous les éléments que j'ai évoqués, mais on n'a pas encore, et je ne sais pas si on le fera, parce qu'au regard de tout ce qu'on se dit, ce sera peut-être une autre formule qui sera développée, mais c'est pas dans ce format-là pour le moment. Alors, moi j'avais une question. On parlait des promoteurs à l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, les bâtiments tertiaires qui sortent sont déjà adaptés pour le décret tertiaire? Est-ce que tout est déjà fait ou on a encore ce problème-là? Je crois que si tu dis oui, je vais pas être d'accord avec toi. Non, je te laisse. Moi non plus. C'est pour ça que je dis oui, et moi aussi je suis pas d'accord. Peut-être ai-je mal compris la question. Vous êtes dire, ce qui est en train de se construire aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être concernés par le décret tertiaire? Ou les bâtiments. Mais a priori, non, puisque... Enfin,
Pardon, c'est que, non, puisque des seuils ont été définis, vous avez soit du moins 30 machin, soit des seuils, et les seuils correspondent à la règle de l'art d'aujourd'hui. Donc, a priori, sauf si vraiment ça a été construit de travers, il n'y a pas de souci. Alors oui, tout le monde est concerné, même le bâtiment qui sort aujourd'hui, mais moi ce que j'ai compris de la question, c'est est-ce que les bâtiments qui sortent de terre aujourd'hui ont la performance énergétique nécessaire pour répondre au seuil en valeur absolue, puisque la valeur référence par définition, elle n'existe pas. En fait, il y a une notion d'utilisation. En fait, c'est comme une voiture. Une voiture, vous pouvez acheter une voiture qui consomme très très peu, mais si vous êtes pied au plancher en permanence et que vous pilez 5 mètres avant le feu rouge, bah, globalement, vous allez quand même énormément consommer. Je ne vais pas citer de clients, ça ne serait pas sympa. Mais j'ai plusieurs de mes clients où quand on est arrivé sur site, ils nous ont dit, vous allez voir, celui-là, on va le mettre parce qu'il y a la déclaration, mais on va le mettre de côté très vite, il est super. On est arrivé, on s'est aperçu que, je ne sais pas, les VMC tournaient en permanence, à fond, que ça soit de jour, de nuit, de week-end, de semaine, etc. Donc même si on a une super belle bagnole, si on fait n'importe quoi avec, elle va consommer énormément. On a des bâtiments qui sont anciens, qui datent de je sais pas quand, qui consomment beaucoup moins que des bâtiments neufs surqualifiés, qui sont BREEAM, LEED ou tout ce que vous voulez. Parce que la notion d'utilisation est hyper importante. Je vais rebondir là-dessus et je vais faire un parallèle. On en parlait ce matin avec Pierre. Quand on construit un hôtel, un Ibis ou un Novotel, tous les espaces sont calibrés en fonction des usages et de la consommation d'énergie, à la conception. On est d'accord ? Aujourd'hui, même si on conçoit un magnifique immeuble en termes de performance énergétique et d'isolation, on ne sait pas comment il va être utilisé. Et donc, la problématique, ça va être comment je conçois un bâtiment qui, dans son évolution, sa capacité à accompagner des usages qui vont changer en permanence, je vais rester optimum en termes de consommation d'énergie. Vous comprenez bien que l'optimisation d'un immeuble en termes de consommation d'énergie, ce n'est pas 40 étages. Non, mais tout à Voilà. fait. Donc, en fait, on a une difficulté structurelle dans notre filière du bâtiment, c'est qu'on a amené la performance énergétique comme une cause, alors qu'en fait, c'est une conséquence. C'est-à-dire, pourquoi on consomme de l'énergie ? Parce qu'on utilise. Et donc, en fait, on s'intéresse, on n'arrive pas, dans notre façon d'aborder les choses, à remonter à l'origine, c'est-à-dire la performance d'usage, la performance environnementale, le niveau de service qui est attendu, dont la conséquence est l'énergie. Mais on ne consomme pas de l'énergie pour n'importe quelle raison. Et donc, pour répondre à la question, bien sûr que non. C'est-à-dire qu'en fait, tel qu'est fait aujourd'hui les méthodes de conception, etc., on ne s'intéresse pas forcément encore assez aujourd'hui, alors soit pour des raisons obligatoires, soit pour des raisons culturelles, finalement, à l'usage qui sera fait sur le long terme, puisqu'on ne construit pas pour 5 minutes, on est sur des cycles très longs, même beaucoup plus longs que l'industrie. On construit une usine pour 30 ans, un bâtiment pour beaucoup plus. Et donc, du coup, on ne l'a pas forcément doté au départ du bon système d'information, du bon système d'aide à la décision pour traverser toutes ces mutations, tous ces nombreux occupants qui vont passer, et les modifications, ce qu'on appelle destination d'ouvrage, quid de la réversibilité, de la flexibilité. Et non, en fait, ils sont peut-être mieux armés parce que peut-être de base, le niveau d'équipement minimum va être plus important. Mais est-ce que associé à ce bâtiment, il y a un jumeau numérique, il y a des outils de simulation, il y a un vrai système d'information? Pas forcément. Le taux de renouvellement des bâtiments en France, c'est 2% chaque année. Donc il faut un peu de temps avant que les dernières technologies qui travaillent sur un bâtiment neuf soient homogènes à l'échelle du parc. Quand même, il y a beaucoup de noms. Enfin, je vous rappelle quand même l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est réduire la consommation énergétique du parc existant, pas du parc qu'on vient de construire en respectant les règles environnementales. C'est pour ça que j'ai rajouté, si c'est mal fait, OK. Bien sûr qu'il y a l'usage. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi prévoit pour les bâtiments neufs une année pendant lesquelles on va voir comment les choses se font. Mais enfin, j'insiste sur ma réponse. Quand on fait du neuf aujourd'hui en France, c'est censé répondre aux critères. Mais bien sûr, vous avez raison. Il est assujetti.
il est assujetti, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas concerné par le décret tertiaire, il est assujetti, et sauf mauvais usage, comme vous dites, ou installation mise de travers, mais bon, enfin, vous avez dit que le FMR n'est pas très bon en rétrocommissioning. Pas nécessairement, heureusement qu'ils le font. Vous avez sûrement des cas, je le comprends. Mais bon, dès l'instant où c'est correctement fait, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc je me modère un peu plus. Mais en fait, l'idée, c'est qu'un bâtiment, ça vit. Un bâtiment, même si il est vachement bien paramétré au démarrage, eh ben, on va faire une soirée un soir qui fait qu'on va faire bouger un réglage. On va s'en servir d'une manière qui sort un petit peu des cases pour une raison X ou Y. Et en fait, avec son utilisation, et c'est même plutôt cool du coup, le bâtiment est vie, etc. Donc en fait, ça peut être le rôle c'est le rôle de l'énergie manager qui peut être chez le PM, qui peut être chez le FM, qui peut être chez Citron, qui peut être en interne d'ailleurs, le monsieur RSE dont on parlait tout à l'heure, qui peut être un peu partout, mais ça va être justement le rôle de l'énergie manager que de suivre la consommation énergétique et la performance énergétique du bâtiment pour pouvoir l'adapter en fonction de sa vie de tous les jours. Et on fait des bêtises dès le plus jeune âge, donc un bâtiment l'a fait comme ça. On a une question au premier rang, monsieur. Oui. Et il se trouve que dans la même période, les pouvoirs publics ont lancé du côté logement un certain nombre un arsenal pour réduire les consommations. Et puis, à quelques mois près, exactement, une même volonté sur le tertiaire. La différence entre les deux, c'est que du côté des logements, c'est extrêmement coercitif. C'est-à-dire qu'à très court terme, le propriétaire ne pourra plus louer, et à moyen terme, il ne pourra même plus vendre. Donc c'est très coercitif. Sur le tertiaire, c'était plutôt une méthode que j'appellerais allemande. On se concerte, on est un gros tas chouette de copains qui se mettent ensemble, etc., etc. Cependant, quand j'écoute Madame Carlier, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui se remuent. Et quand j'entends M. Juet, j'entends pas beaucoup de mandats qui lui sont reçus. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu plus de coercition ferait avancer plus les choses ? Je vais te répondre. Il y a quand même une très grande différence, je trouve. C'est tu peux être très dur quand les choses sont bien maîtrisées. Un logement, c'est une consommation de chauffage, une production d'eau chaude. Mais ne sois pas victime d'une bonne éducation. Non. Et pour l'avoir vécu, parce que j'ai travaillé énormément avec les institutions gouvernementales sur le tertiaire. Tu es dans un autre monde en termes de complexité. Et je pense qu'on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que soit tu dis, essayons de créer une loi qui va créer une mobilisation et une prise de conscience, et c'est ce qui se passe. Moi, je pense que c'est un succès de ce décret. On en parle et on va y aller. Non, mais tu sais très bien qu'en public, je ne peux pas dire ce que je veux, je représente mes clients. On est en 2022, mais, on n'est pas encore en 2025 ou 30, et donc ça va probablement arriver. Non, mais c'est surtout très complexe, Jean-Pierre. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, dans le tertiaire, sur des immeubles de bureaux qui sont plus simples qu'un hôpital, ou peut-être qu'un hôtel, de dire c'est ça la voie et on y va, on n'a pas de connaissance. C'est-à-dire que la première chose en énergie management, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est déjà il faut qu'on attende la photo pour savoir où on est, parce que c'est ce que tu disais aussi. Il y a des gens qui pensent que leurs immeubles sont très performants. Nous, quand on lit les consos, on se dit ben non. Et si on va corriger, les gens vont tomber de haut. Il y a des centaines de millions derrière ça, hein. Parce que les gens qui ont fait des acquisitions de parcs, on disait la place, le lieu vaut la valeur. Quand tu vas avoir un bien qui est une passoire thermique où il faudra investir le coût de l'achat du bâtiment pour le remettre au niveau des performances, ça, on ne le sait pas, Jean-Pierre. C'est pour ça que cette démarche pas à pas, moi, je la trouve très intelligente parce qu'on se donne le temps, on essaye de trouver des méthodes et on essaye de travailler ensemble. On peut dire, bah, tant mieux. Moi, je trouve que c'est... Et c'est pour ça que tu ne peux pas faire la coercition qu'il y a sur l'habitat où le sujet est parfaitement maîtrisé, sur un sujet, pour moi, qui demandait d'avoir cette démarche commune, collective et pas à pas. Je rends hommage à ton optimisme. Ouais. Non. Mais il le faut. Il le faut. Et il est nécessaire, etc. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, il y a eu un indice qui est l'ICC qui a été remis en cause. On est les seuls en Europe à l'utiliser. C'est-à-dire, dès qu'on passe la frontière, on utilise un autre indice qui est plus dans la vie active, puisque l'ICC est sur un immeuble construit en 1940. Donc ça n'a rien à voir. On a réussi, regardez.
je trouve qu'il y a une certaine naïveté à ne pas voir le poids des lobbies des investisseurs qui sont derrière. Non? Alors on n'a pas la même vision des choses. Mais c'est la différence. Jean-Pierre, il se trouve que je fais partie du plan bâtiment durable depuis sa création en 2009. Et ces deux sujets, donc c'est le but, enfin, pour le plan bâtiment durable, c'est quelque chose, alors avec quelques moyens de l'État, mais c'est surtout les acteurs qui librement, l'acteur de la profession, décident d'échanger sur le sujet de la rénovation énergétique. Les deux sujets dont on a parlé, dont tu parles et que tu mets en parallèle, aussi bien pour les logements que pour les bâtiments tertiaires, a été parmi nos premières réflexions. Et en fait, tu parles de lobbies. Les lobbies sont, si tu veux, tous autour de la table, mais pas au plan, autant que je puisse en juger depuis tout le temps que j'y passe. Pourquoi il y a plus de coercion sur l'un sur l'autre en un seul mot? Il y a plein de raisons, mais il y en a une, c'est la notion de décence. Pourquoi il y a une coercion dans le logement? Parce qu'il n'est plus acceptable aujourd'hui que des propriétaires louent des logements indécents. Ça a été l'un des éléments forts en disant c'est pas possible. Donc on en avait discuté, est-ce qu'on met une obligation ou pas? Bon, l'obligation elle est relativement light. Un jour ou l'autre ça arrive, c'est sûr, donc c'est embêtant. Bon, pour les bâtiments tertiaires c'est différent. C'est même posé la question, est-ce qu'on fait une obligation ou pas? Est-ce qu'on propose? Nous le plan il propose et puis après le législateur décide. Et on s'était dit non, on va rien faire. Et puis on s'est rendu compte qu'en faisant rien, ça a commencé par la charte volontaire d'engagement où les propriétaires on devait faire moins 25% d'économie d'énergie. Bon, il y a eu quelques actions, mais pas beaucoup. Donc on a fini par proposer qu'il y ait quelque chose. Mais le quelque chose, c'est surtout l'image. La plus grosse sanction, c'est le fameux, c'est anglais, le name and shame, c'est-à-dire on va dénoncer les gens qui font mal le travail. Parce que pour ce qui est de la pénalité, les 7 000 € en 2032, enfin... Mais c'est fait exprès. C'est pour ça que c'est fait exprès parce qu'on veut lancer. C'est ce qui a été dit. Sauf le name and shame qui est hyper important. On pour beaucoup d'acteurs. Pardon. va être obligé de rendre l'antenne, si je puis dire. Et donc un dernier mot, Florence. Oui, je voulais juste illustrer. Excusez-moi, on a deux questions On via a le deux Teams. questions via Teams. Alors une question de Franck P qui dit qui paye? Donc aux simplifiants locataires les actions sur les usages, aux propriétaires la prise en charge des travaux. Est-ce que le raisonnement est correct? C'est qui paye entre le locataire et le propriétaire? C'est toutes les questions qu'on va avoir à débattre dans les prochains mois et années. Aujourd'hui, c'est une vraie discussion qu'il faut amener parce que les propriétaires partent du principe qu'on va demander ça aux locataires et les locataires s'interrogent sur l'intérêt d'en partir. Et justement, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à cette discussion. Pour moi, la sanction, au-delà de la sanction qui serait amenée par le législateur, ça va être celle du marché. C'est-à-dire que nous, par exemple, j'ai un exemple très précis, depuis 2 ans, on vient de sortir 2 sites qui sont des passoires énergétiques et dont on sait que si on reste là, en termes de décret tertiaire, ça va nous coûter très cher. Donc on ne s'est pas posé la question. On a déménagé, on est allé de l'autre côté de la rue sur des bâtiments plus neufs et sur lesquels l'impact du décret tertiaire sera moindre. Donc oui, bien sûr, on peut faire toujours plus coercitif, mais je pense que le marché va être de toute façon la sanction par elle-même. Et pour répondre à la question, non, il y a discussion puisque certains propriétaires estiment que les travaux qu'ils vont faire sur le bâti vont avoir des conséquences sur le niveau de charge et donc ils aimeraient une espèce de partage de prise en charge en fonction du retour. La notion de partage, et la discussion est ouverte. Okay. Une dernière question, mais il faut vraiment qu'on arrête bientôt. Oui, alors une dernière question, c'est de la part de Charlotte M qui nous dit donc bonjour, merci pour la qualité de vos interventions. Et sa question, c'est on parle beaucoup d'énergie, qu'en est-il du carbone? Et du coup, est-ce que les obligations de reporting SFDR, NFDR au niveau européen et la taxonomie sont-ils des moyens d'accélération vers plus de transparence et de comparabilité de la performance énergétique et carbone des actifs? Enfin, comment gérez-vous la question des patrimoines européens, voire mondiaux? Alors, j'ai pas tout compris. Mais ce que je retiens de la question, c'est, pour moi, il y a 2 questions. C'est la notion de carbone d'un côté et la question d'internationalisation de l'autre. Sur la notion de carbone, le décret tertiaire prend en compte, il y a une petite ligne dans le décret tertiaire qui dit qu'on ne peut pas mettre en place une action de performance énergétique si elle fait augmenter les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment. Donc ça peut avoir des petits effets qui se coulent par moment, mais globalement, c'est pris en compte de cette manière-là. Sur la partie internationalisation, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est français, le décret tertiaire, mais ça vient d'une impulsion européenne.
Tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, ça vient de 2008, je crois, quand les États membres de la Commission européenne ont voté ce qu'on a appelé les 3-20. Il faut diminuer de 20% les émissions de gaz à effet de serre, il faut diminuer de 20% nos consommations d'énergie et augmenter de 20% la part du renouvelable dans le mix énergétique à horizon 2020. On aurait même pu appeler ça les 4 ou 5-20. Ça a créé les Grenelles de l'environnement les années suivantes en France, et c'est des Grenelles de l'environnement qui est issu le décret tertiaire via la loi Elan, via plein de choses. Il y a fort à parier, au même titre que l'audit énergétique qui a été obligatoire en 2015 tous les 4 ans pour toutes les grandes entreprises, etc. Premier coup de chance d'ailleurs de Citron, première offre qu'on a faite, elle est devenue aussi obligatoire. Cette réglementation, il y a fort à parier que même si ce n'est pas exactement les mêmes contours, elle voit jour dans tous les autres pays européens sous des formes différentes. Par exemple, en Angleterre, il y a une obligation de suivi de sa performance énergétique. Il n'y a pas encore l'obligation de réduire de 40%. Par contre, on est déjà obligé, alors j'ai plus exactement les conditions en tête, mais on est déjà obligé de suivre sa performance énergétique de son patrimoine immobilier. Bon, merci beaucoup pour tous ces échanges. Évidemment, il y a une prime à ceux qui se sont déplacés, et donc probablement il y a encore des discussions et des interactions qui peuvent avoir lieu juste après. Merci en tout cas pour vos interventions, pour cette matinée, et puis on voit que il y aura nécessité de faire une édition 2, certainement, ici même, j'espère prochainement. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup.